Joël Dicker, bonjour. Bonjour, bonjour à tous. Désolé à ceux qui nous suivent, hein, on a eu quelques petits problèmes techniques au démarrage. On va commencer par remercier tout le monde parce que je crois qu'il y a beaucoup de monde ce soir qui s'est connecté pour faire honneur à votre présence, Joël Dicker. Merci. Je vous remercie vraiment aussi de répondre parce que c'est vrai qu'on vous reçoit dans des conditions un petit peu particulières. On a inventé en quelque sorte ce concept de libre en live pour maintenir le lien. Euh, Présent tout en étant distant, comme ils disent à la radio. Hein, on aurait dû vous recevoir à Lyon avec beaucoup plus de monde dans un lieu approprié. Mais là, on le fait comme ça et on va essayer de s'en sortir et de passer un bon moment, comme si Écoutez, c'est très bien. vous étiez avec nous. Pour ceux qui ne... Alors, déjà, j'oublie toujours la même chose. Ceux qui nous suivent peuvent poser des questions. Ces questions, on les posera à 18h30, une fois qu'on aura un petit peu échangé tous les deux. Et donc, vous pouvez les poser dès maintenant, hein. On relèvera certaines questions. Alors, j'ai oublié de dire aussi que bah, c'était les libraires de Citré Furet qui vous recevaient. Et on est très, très, très heureux de vous recevoir. Parce que je pense que c'est un livre quand même à la manière de Joël Dicker, mais quand même un livre assez exceptionnel. Merci. Euh, alors, pour ceux qui ne vous connaîtraient pas encore, Joël Dicker, vous êtes suisse, vous êtes de Genève, vous êtes né en 85. En 2012, presque au début de votre carrière, vous connaissez un premier succès avec La Vérité sur Harry Kéber, un succès mondial. Hein, je crois qu'il y a une vingtaine de traductions. Moi, ce qui me plaît dans ces deux grands prix que vous avez reçus, le prix Goncourt et le Grand Prix de l'Académie française, c'est que vous avez actualisé deux contre-vérités. Le fait qu'un livre de 670 pages puisse gagner un prix littéraire et le fait aussi que bah, les lecteurs ne sont pas obligés de prendre leur plaisir avec 150 pages. Voilà, donc c'était deux contre-vérités intéressantes. La même année, vous créez un événement assez inédit quand même dans l'édition avec la complicité de vos éditeurs puisque vous donnez une deuxième chance à votre premier roman, Les derniers jours de nos pères, qui Mhm. rencontre un succès, alors qu'il n'avait pas rencontré un succès quand il n'était qu'un premier roman. En 2017, vous ajoutez 475 pages à la vie de votre héros Marcus Goldman avec le livre des Baltimore, que personnellement j'ai vraiment apprécié. Donc à ce stade de votre carrière, vous avez érigé un petit peu le flashback comme une marque de fabrique. Vous en avez fait un art subtil et progressif. Et puis en 2018, en même temps que vous sortez la disparition de Stephanie Meller, il y a un double événement en même temps, en quelque sorte, puisque vous annoncez en quatrième de couverture de votre livre, avec une photo qui l'accompagne, la disparition de votre éditeur, Bernard de Calois. Ce qui nous amène un petit peu directement au livre d'aujourd'hui, puisqu'il lui est dédié, donc Mhm. l'énigme de la chambre 622. Et entre autres sujets, parce que c'est un livre touffu à mille et un flashbacks, j'ai envie de dire. Vous racontez un petit peu quel était ce mentor et ami. J'ai envie de lire la dédicace du livre avant de commencer et pour vous lancer peut-être un petit peu sur ce sujet. Donc la dédicace à mon éditeur, mon ami et mon maître, Bernard de Fallois, 1926-2018. Puissent tous les écrivains du monde connaître un éditeur aussi exceptionnel. J'ai envie qu'on commence par là, parce que Mhm. c'est un magnifique hommage que vous lui rendez, et vous le faites de différentes manières. Commencez comme vous voulez, et on continue la discussion pour parler un petit peu de lui. Avec plaisir. D'abord, merci à vous d'être là. Merci à vous tous derrière vos écrans. Merci à Decitre et à Furet de permettre de nous retrouver quand même. J'espère que vous allez tous bien. La situation n'est pas simple. J'espère que vous avez passé ces 2 mois le mieux possible. La vie reprend enfin. Je regrette beaucoup, j'aurais dû être avec vous, on aurait dû être physiquement ensemble chez des sites, au Furet aussi. C'est pas possible pour les raisons que l'on sait tous. Je trouve très chouette de pouvoir se retrouver quand même de cette façon-là et de parler de livres. Et très ému de partager avec vous aujourd'hui. C'est un grand jour puisque mon petit bébé sort enfin aujourd'hui. Voilà, c'est un roman, comme vous l'avez dit, qui est directement lié à mon éditeur, Bernard de Fallois, qui a été un homme très important pour moi, qui a été mon éditeur, mais pas seulement. C'est-à-dire que non seulement il a édité mes romans, il a permis à mes romans d'exister en tant que romans qu'on a pu trouver dans les librairies. Et pour moi, c'était une étape très importante parce que je ne me sentais qu'à moitié écrivain. Et c'est marrant, c'est un sentiment qui n'est que le mien, mais la définition de l'écrivain, c'est compliqué parce que écrivain, c'est un métier, c'est quelque chose qui ne répond
à aucun critère de formation précis. Si vous voulez être peintre, vous pouvez faire les beaux-arts, vous aurez une formation. Les professionnels du métier diront, voilà, vous êtes formé aux beaux-arts. Si vous voulez être musicien, le conservatoire vous donnera une formation. Si vous voulez être infirmière ou psychologue ou je ne sais quoi, vous allez suivre un cursus qui va vous apprendre ce métier et qui vous donnera une forme de légitimité aux yeux des autres. Écrivain, ça ne marche pas comme ça. Écrivain, c'est probablement le seul métier au monde pour lequel il n'y a pas de formation, il n'y a pas de diplôme et pour lequel chacun doit se débrouiller. Et ça m'a posé à moi personnellement le problème de l'identité parce que j'ai toujours écrit et à partir de l'âge de 20 ans, je me suis mis à écrire des romans qui étaient refusés par tous les éditeurs et je les envoyais à tous les éditeurs possibles et imaginables de France, de Suisse et autres. Et ils étaient refusés les uns après les autres. Et j'avais le sentiment que parce que les éditeurs refusaient mes romans, que je n'étais pas complètement un écrivain. Et c'est que mon sentiment, parce que je crois qu'être écrivain, quiconque se sent écrivain, est écrivain quiconque qui écrit une fois par jour, une fois par an, qui partage ou qui ne partage pas ce qu'il fait, quiconque se sent écrivain est un écrivain. Donc ça, c'est vraiment là, de ce dont je vous parle, c'est mon ressenti, c'est mon identité. Chacun, parfois, a ses difficultés avec l'affirmation de son identité. C'est pas toujours simple de pouvoir affirmer haut et fort à tout le monde ce que l'on ressent être à l'intérieur de soi-même. Et c'est pour ça que moi, mon identité d'écrivain pendant des années, elle était vraiment cachée. Je n'osais pas tellement le dire. Je passais 10 ou 12 heures par jour à écrire. Évidemment, je faisais autre chose à côté. J'ai fait des études Ouais. de droit, j'ai travaillé pour vivre, évidemment. Donc, j'avais vraiment cette contradiction entre ce que les gens voyaient et ce que je ressentais. Et cette longue explication pour vous dire que Bernard de Fallois a été le premier à me faire me sentir un écrivain. On le voit à l'écran là. Il a été le premier à me permettre d'affirmer, de faire ressortir, de vivre au grand jour cette identité d'écrivain. Et ce n'est pas une question de succès, pas parce qu'il a été l'artisan de Harry Kéber et de tout le succès qu'il a eu. C'était déjà bien avant ça, sa façon de me traiter, sa façon de me considérer, sa façon de se comporter avec moi a été un grand événement, un grand avènement même, je pourrais dire, dans ma façon de me sentir, dans mon identité. C'est alors pour le décrire un petit peu, hein, vous dites génial, curieux, joyeux et solaire. Mm -hmm. Mais en même temps, vous parlez de lui par un certain nombre d'anecdotes qui pourraient paraître comme ça complètement anecdotiques, mais qui finalement donnent le bonhomme vivant en quelque sorte. Oui, alors ce roman, je commence à l'écrire en 2018, juste après sa mort. Je commence à écrire des anecdotes autour de lui, notamment pour écrire les souvenirs, garder les souvenirs que j'ai avec lui, faire en sorte qu'ils restent le plus frais possible dans ma tête, parce que les souvenirs, le temps passe, et si les souvenirs et l'intensité restent, on oublie les détails, le jour, le moment, à quel endroit. Et j'avais envie que tout ça reste quelque part. Et puis, en les écrivant, j'ai eu envie de partager cet homme extraordinaire, j'ai envie de pouvoir le partager avec les lecteurs, leur raconter qui était Bernard, mais je me suis rendu compte que moi, je n'avais connu qu'une partie de Bernard, parce que Bernard de Fallois, né en 1926, moi, je Ouais. l'ai connu en 2011, il avait 85 ans, donc j'ai connu qu'une toute petite partie de sa vie. Et c'est un éditeur qui a été un éditeur extraordinaire. Il a inventé le livre de poche, il a apporté le livre de poche en France. Quand vous lisez un livre de poche, quand vous achetez un livre de poche, quel que soit l'éditeur de ce livre de poche, mais le format poche, c'est Bernard. Il a édité les plus grands, il a découvert des Indies de Proust, il a eu une carrière absolument incroyable. Et moi, je n'ai pas connu tout ça. Moi, j'ai connu que Bernard à la fin de sa vie. Et du coup, au début, je me suis dit, mais est-ce qu'il faudrait que je parle de ce Bernard si incroyable et de la carrière qu'il a eue? La réponse a été non. Pourquoi? Parce que je voulais parler de ce que j'ai connu. Et j'avais peur que de raconter une biographie un peu sèche et artificielle enlève cette émotion et la tendresse et ce que j'ai pu éprouver, cette amitié très forte. Hein. Et du coup, j'ai décidé de me recentrer sur quelques anecdotes qui rendent vraiment, je crois, hommage et qui rendent vraiment compte de cette amitié, cette tendresse, cette complicité, ce lien qu'on a eu ensemble. Et puis la personnalité volubile, amusante de Bernard, toujours prête à faire un coup, dans le bon sens du mot. Ouais. Alors, enfin, ils découvriront tous ces coups. Mais ce qui est étonnant avec cet homme quand même d'une autre époque, par exemple, enfin, il s'occupe de vos droits pour l'adaptation cinématographique, et puis un réalisateur, mais très attendu à Hollywood qui l'appelle, on lui dit, enfin, il a passé 45 minutes avec vous, c'est vraiment presque un privilège. Et Bernard de Fallois n'est pas du tout impressionné, puisque en fait, il dit que
Bon, si c'était encore Buster Keaton ou Charlie Chaplin, oui, mais bon, là, il n'y avait pas de raison d'être impressionné, quoi. C'est vrai, c'était un homme qui était fascinant. D'abord parce que c'est un des derniers personnages, et peut-être vous avez, vous en ligne qui êtes avec nous, avez encore autour de vous des femmes ou des hommes qui ont aujourd'hui entre 85 et 100 ans, et qui sont des gens qui ont traversé un siècle, qui ont vécu une épopée absolument folle. Quand on pense à tous les changements, à tout ce qui s'est passé en Europe et pour nous ici autour de nous entre les années 20 1920 et les années 2020, c'est complètement fou. Et Bernard était un de ces derniers géants de l'édition et qui avait connu toutes les époques, connu tous les acteurs, qui avait connu tellement de choses et tellement de gens qu'il avait ce rapport au fond très différent de ce que moi j'avais de mes jeunes yeux. Par exemple, quand Leonardo DiCaprio reçoit son Oscar pour Le Revenant, Bernard, qui était un cinéphile très averti, on en parle, on est ensemble à Paris, on déjeune ensemble, il avait vu tous les films, il allait au cinéma chaque semaine, plusieurs fois par semaine, il a vu tous les films, et il me dit, DiCaprio pour Le Revenant, alors, cet Oscar, non, vraiment, bon, il l'a eu comme ça. Et là, il me raconte son rapport à DiCaprio à lui, il me dit, je l'ai rencontré. Je l'ai rencontré au Cirque d'hiver, quand il tournait, il jouait le rôle de Baudelaire, et à ce moment-là, c'était probablement 20 ans avant, DiCaprio devait avoir 17 ou 18 ans, et Bernard de Fallois, donc lui, il avait connu DiCaprio avant tout le monde, il avait des souvenirs, il avait des liens avec des personnages incroyables. Et là, c'est une anecdote juste comme ça, mais pour vous dire que chaque anecdote, chaque événement qui se passait un peu et dont on parlait, lui avait souvent une résonance 15, 20, 30, 40 ans avant. Et il y avait toujours des histoires comme ça. Je lui disais, par exemple, je lui dis un jour, mon dernier roman, je lui dis, Bernard, je vais vous lire mon roman. Au lieu de vous le faire lire, au lieu que vous le lisiez vous, je vais vous le lire. Comme ça, peut-être que vous le percevrez d'une façon différente. Et il me dit, ah, surtout pas. Marguerite Yourcenar me lisait ses romans, c'était d'un ennui épouvantable. Et donc, ce sont des moments de vie complètement fous. Et pour Ouais. moi, à chaque fois, je me disais, mais c'est incroyable parce que cet homme-là a traversé vraiment plusieurs époques. Ouais, ouais, ouais. Mais ce qui est génial en plus pour vous qui finalement connaissez un succès immense tout de suite, enfin, il a une vision du succès qui vous calme un petit peu quand même. Enfin, il a une manière de vous recevoir quand vous venez. Euh, Oui, alors lui, alors il avait déjà une vision du succès en lui-même qui est très intéressante. Parce que quand il lit La vérité sur l'affaire Harry Kéber, le manuscrit, je suis un auteur absolument inconnu. On a publié ensemble mon premier roman, Les derniers jours de nos pères, qui s'est vendu à 400 exemplaires, dont ma grand-mère et mes parents ont dû en acheter 395. Donc il n'y a pas de succès du tout. Et il lit le manuscrit de Kéber et il me dit, ça va être un succès immense. Et je lui dis, mais Bernard, comment est-ce que vous voulez que un même livre, du même auteur, 6 mois après, dans la même maison, du premier roman qui ne s'est pas vendu, comment vous voulez que ce livre-là se vende? Et il me dit, le succès, Joël, c'est pas le nombre de livres qu'on vend. Le succès, c'est le plaisir qu'on a à mener un projet de bout en bout, pardon, et je vous promets que ce livre-là, on va s'amuser énormément. Et il a eu raison, on s'est amusé énormément, et c'est une définition du succès que j'ai gardée quand je travaille. Pour moi aujourd'hui, pour justement pas trop me poser la question de la pression, de ce qu'on attend de moi, de ce que les lecteurs ou les critiques ou autres, je me dis quand je commence un roman, je me dis voilà, un roman, c'est quelque chose qui se passe en 2 étapes. La première étape, c'est moi tout seul qui écris ce livre. Ça va me prendre 2 à 3 ans. Et il faut que cette première période soit un succès, c'est-à-dire que j'ai du plaisir. Que pendant 3 ans, je me sois levé le matin en me disant, je me marre, je m'amuse, c'est formidable. Pas forcément le texte, mais cette expérience est géniale. Ce sont 3 ans qui valent la peine, qui sont 3 ans qui m'enrichissent de ce plaisir-là. Après, la deuxième période, la deuxième phase d'un livre, c'est quand le livre est lu par les libraires, par les lecteurs, par les journalistes. Et ça, ce succès-là, il n'est pas entre mes mains. C'est une étape que je ne maîtrise pas, mais qui, si par hasard elle se passe mal, si par hasard le livre ne marche pas bien, les lecteurs ne l'aiment pas, les libraires ne l'aiment pas, les journalistes ne l'aiment pas ou l'aiment moins que les précédents, je peux toujours me dire, ben, c'est pas grave parce que l'expérience du livre, de l'écriture, ces 3 ans pour moi, c'était du plaisir et ça, c'est à moi. Donc Bernard avait cette approche sur le succès, une approche de plaisir pour soi, d'en faire quelque chose qui compte pour soi-même, c'est important. Et puis, il m'a rapidement, quand le succès commercial et critique était là, il m'a dit attention, c'est que le début, c'est encore rien, il faut être prudent. Voilà, Ah. il fallait être content quand même de ce qui s'était passé, mais il disait pas c'est super, c'est extraordinaire, bravo. Il disait c'est pas mal. Et puis, il vous phagocyte pas, c'est un contrat à chaque livre, quoi.
Et c'est particulier parce qu'on a un Ouais. contrat par livre. Donc, un livre à la fois. Et il me dit, donc je n'ai jamais eu avec lui un contrat pour les deux, trois, même le prochain roman. Il me disait, écrivez votre livre. S'il est bon, je le publierai. S'il est mauvais, je ne le publierai pas. Et ça, c'est génial parce que c'est le meilleur moyen d'être sans pression, d'être voilà, d'être dans ce rapport par rapport à l'écriture, de sortir de cette bulle qui est parfois le succès, où on se dit mais qu'est-ce qu'on attend de moi, qu'est-ce que je dois faire. C'est compliqué, vous savez, quand vous avez un livre qui a marché, parce que si vous faites exactement le même livre après ça, les gens vous disent bah c'est pas mal, mais c'est vraiment comme celui avant. Et puis si vous faites un livre complètement différent, les gens vont dire ouais, c'est pas mal, mais le précédent était tellement bien. Pourquoi tu n'as pas fait quelque chose comme le précédent? Donc vous avez toujours tort, si vous voulez. Et la seule façon de ne pas avoir tort, c'est de ne pas voir le succès comme quelque chose qui vous bride, de rentrer dans cette dimension de plaisir et de vous dire qu'est-ce que j'ai envie de faire moi, pour moi, quelle expérience d'écrivain j'ai envie de vivre, avec cet avantage que j'ai d'être encore voilà, un jeune auteur. C'est seulement mes cinq, je n'ai que 5 romans, c'est pas beaucoup dans une œuvre. Et donc je me dis que j'ai encore une marge de manœuvre, j'ai encore à apprendre, j'ai encore à faire. Et ça, c'est stimulant de se dire qu'il y a beaucoup plus à faire que ce qui a été fait. Une belle aventure, une belle amitié. Bon, moi j'aurais voulu aussi que vous nous disiez un petit peu de sa Madeleine de Proust, hein, son habitude matinale, mais on va peut-être pas parler de Bernard de Fallois pendant tout le temps de parole, on va aussi parler de votre dernier livre. Et on en reparlera en tout cas à la fin, parce qu'on prépare, enfin vous allez voir, on va en parler à la fin. Mais en même temps, parler de lui quelque part et parler de sa présence dans ce roman, c'est peut-être aussi parler d'un sujet important. Il y en a plein de sujets, hein, mais en tout cas, il y a un sujet qui a abordé à la fois dans sa forme profonde, psychologique, et en même temps dans sa forme notariale. C'est la transmission. La transmission, alors de plein de manières, hein, de plein de. Si vous voulez, on commence à parler un petit peu de ça pour Avec parler de joie, l'énigme de la volontiers. chambre. Si. La transmission, c'est vrai, c'est un élément très important de ce livre à plusieurs niveaux parce que ce livre, c'est un récit. En partie le récit, donc l'histoire vraie, où je raconte quelques épisodes, comment dire, de nos aventures littéraires assez folles à Bernard et moi. Et puis c'est un roman, une fiction, dans lequel il y a toute une histoire autour d'une banque, d'un héritage, d'un meurtre, des loyautés, des fidélités, d'un président de banque qui a un fils biologique, son fils, son vrai fils, dont il n'est pas convaincu qu'il a les épaules pour gérer cette banque. Il a un fils spirituel dont il considère qu'il est peut-être le fils qu'il aurait voulu avoir, mais qui n'est pas le fils qu'il a eu. Il y a ce fils spirituel qui lui-même a un père et qui, ce père, avait espéré pour lui un destin différent. Et on est dans toutes ces questions de loyauté, dans la transmission. Avec la transmission, qu'est-ce qui reste de ceux qui nous ont fabriqués, qui nous ont fait, alors qui nous ont donné la vie, nos parents, les familles, à nos pères spirituels, à nos mentors, aux gens qui nous ont donné un bagage pour nous construire. Et qu'est-ce qu'on en fait ensuite? Comment est-ce que on le retransmet? Parce que la transmission, elle est à la fois un bagage extraordinaire. Elle est d'abord l'immortalité de celui qui vous transmet des valeurs, un savoir-faire, quelque chose de lui-même et que vous allez garder en vous et que vous allez transmettre ensuite à quelqu'un d'autre, à des amis, à des proches, à des enfants. Et donc cette transmission qui se passe de génération en génération, c'est la force de la vie. C'est une forme d'immortalité où au fond la mort n'a d'emprise que sur le corps, sur la matière, mais sur l'esprit elle ne peut rien. Et ça, c'est un élément qui, pour moi, est très important, de se dire qu'est-ce qui continue au-delà. Mais ce Ouais. livre, il explore aussi l'autre versant de la transmission quand ça devient un boulet, quand ça devient quelque chose qu'on traîne, quand notre famille attend de nous, exige de nous qu'on se comporte d'une façon plutôt que d'une autre, parce que c'est comme ça, parce que les attentes. Et quand on se retrouve au fond soi, par la transmission, par le poids qu'on peut ressentir ou qu'on nous fait ressentir, on se sent obligé de. Et se pose à ce moment-là la question dans la transmission, où la transmission devient non plus seulement un acte de vie et de création, de détermination, où vous et moi allons choisir notre chemin, notre destin comme on l'entend, mais va devenir quelque chose qui nous bloque, qui nous cadre, rigide, et qui nous empêche justement de vivre le chemin qu'on aimerait vivre parce que des gens ont des attentes. Donc la transmission, c'est compliqué. On le sait parce qu'on a des parents, ceux qui ont des enfants le savent aussi, et il y a tout ce rapport, voilà, j'essaye très modestement de raconter ces difficultés et ce rapport au travers de ce roman.
Alors, en plus, c'est un roman, enfin, près de chez vous, en quelque sorte, puisque fini les Hamptons, fini la Floride, fini Marcus Goldman. Il y a un Joël au début, puis après l'écrivain qu'on connaît déjà dans vos autres romans. Et cette fois, on est à Genève, chez vous. Euh, On est chez moi, absolument. J'ai envie de vous dire, j'ai enfin réussi, et là c'est le jeune auteur qui vous parle, très, très heureux d'avoir réussi ce pari qui m'a pris énormément de temps, de raconter un livre qui se passe à Genève, dans ma ville, la ville dans laquelle je suis né, la ville dans laquelle je vis toujours. Et c'était difficile parce que pour moi, les États-Unis, qui sont un pays, surtout la région de la côte Est où j'ai on- situé mes romans, c'est une région que je connais extrêmement bien, dans laquelle je vais depuis plus de 25 ans, où j'ai mes repères, j'ai mes habitudes, je connais vraiment bien les lieux. Et ça m'a permis, avec ces romans-là, d'écrire en étant à Genève une action qui se passe à 6 000 km de moi, et donc d'avoir cette distance. Et cette distance, elle était importante pour faire ce que je revendique, c'est de la fiction. Et donc, c'est me libérer complètement de la réalité, me libérer des faits et inventer tout ce que je veux en imaginaire. La difficulté à Genève, de placer le roman à Genève, c'est que, étant à Genève 11 mois par an, j'ai été très vite rattrapé par la réalité. Et de me dire, mais en fait, je ne peux pas inventer parce que j'ai envie d'inventer une rue, un parc, un lieu, mais je sais qu'il n'existe pas parce que je le vois tous les jours, je l'affronte tous les jours. Et j'ai eu ce combat entre réalité et fiction que j'ai réglé tout simplement en me disant, mais en fait, ce que je dois faire, c'est pas raconter Genève dans les faits, c'est pas dire l'architecture est comme ça, le lac est comme ça, et il y a un pont ici et des rues qui sont comme ça, c'est raconter qu'est-ce que je ressens. Qu'est-ce que je ressens quand je vois ce lac? Qu'est-ce que je ressens quand je vois les immeubles? Qu'est-ce que je ressens quand je me promène dans ces rues ou quand j'emprunte ce pont? Et ça a été pour moi cette bascule qui m'a permis de raconter dans ce roman vraiment une Genève qui pour moi est une Genève pleine de tendresse et d'amour et de tout ce que je ressens on- pour cette ville. on va en parler un petit peu parce que c'est presque un personnage à part entière. Moi, j'avoue qu'un petit peu comme un Français moyen qui a un petit peu des préjugés sur ses voisins, j'étais un petit peu désorienté parce que je pensais qu'au moins à Genève, l'argent faisait le bonheur. Non, l'argent ne fait le bonheur nulle part, ni à Genève, ni en France, ni nulle part. On l'a bien vu d'ailleurs, Ma pardon question n'est cette pas tout à fait parenthèse, innocente non plus, hein. mais on l'a bien vu parce qu'on a passé 2 mois confinés où au fond, même ceux qui avaient de l'argent ne pouvaient pas le dépenser puisque tout était fermé, ils étaient coincés chez eux, pas de voyage, pas de dépenses. Et ce ne sont pas forcément ces gens-là qui ont été le plus heureux. Au contraire, peut-être que ces gens-là ont pris la notion et la valeur de la vie. Mais dans ce roman, c'est vrai qu'il y a un élément très important, c'est qu'on a l'impression, chacun a une partie en tout cas de ces personnages, ont l'impression qu'ils vont trouver le bonheur dans la réussite sociale, la réussite L'origine dans le sociale. métier, dans l'argent. Il y a un personnage qui s'appelle Lev, qui est un personnage qui est serveur. Son père est un acteur qui n'a pas de succès. Ils vivent très modestement et élève a l'impression que pour se sortir de ce statut-là, pour s'élever socialement, comme si il se sentait en bas, il se sentait moindre par rapport aux autres, il avait besoin de réussir dans son métier, de gagner de l'argent, de devenir un banquier, et il va entrer dans une banque, il va devenir un des directeurs de la banque, il va devenir très haut placé, il va gagner énormément d'argent, il va vivre à l'année dans une immense suite, dans un palace à Genève, mais voilà, c'est pas ça qui le rend heureux. Parce que lui, tout ce à quoi il aspire, c'est l'amour d'une femme, j'en dis pas trop, c'est l'amour d'une femme, qu'il a l'impression que toutes ces simagrées, tous ces costumes de grand banquier, tout cet argent, tout ce tralala, toute cette poudre aux yeux vont le faire aimer, vont le faire être admiré, et pourtant ça ne fonctionne pas. Votre livre est un grand roman sur l'amour, hein. Tous veulent être aimés et tous empruntent quelque part une mauvaise voie à un moment ou à un autre, ou en tout cas ratent peut-être l'amour de leur vie. Pour rester un petit peu sur Genève, moi, ce qui m'a fasciné, c'est que je pense que c'est la ville qui crée ça un petit peu dans votre roman. J'ai l'impression que se croisent dans cette ville, banquiers saltimbanques, outsiders et héritiers, espions et quidam. Enfin voilà, c'est une ville un petit peu de mille possibles. Enfin, Oui, c'est une ville où tout est possible, mais c'est vrai que Genève a cette particularité qui, moi, me plaît énormément, c'est qu'il y a un mélange de gens et de genres absolument incroyable. Genève, à 50% de la population qui y vit, est étrangère. Et c'est incroyable, c'est génial, parce que ça fait un mélange de cultures, de gens de tous les horizons qui viennent pour mille raisons.
et pour moi, il y a cette résonance incroyable où tout peut se passer. C'est une ville qui est foisonnante. C'est alors une petite ville, elle n'est pas très grande en taille, mais elle a cette espèce d'énergie tout à fait folle qu'on peut retrouver, je trouve, dans les plus grandes villes du monde, comme à New York ou comme dans d'autres villes. Puis c'est presque un théâtre naturel, puisque avec le lac au milieu, finalement, la ville est tout autour et bah, ça donne l'occasion aux personnages de vos romans de voir si la lumière du palace de Lev Levovitch est allumée ce soir-là ou si... enfin, Vous avez raison, c'est une belle image. J'aurais dû vous parler avant la fin de ce livre, comme ça j'aurais mis cette image-là dans le roman. On vient de voir une image d'un des restaurants dans lequel oui. l'intrigue se passe, qui est au bord du lac, justement, et vous avez raison de dire que Genève est construite tout autour du lac, donc il y a une rive droite et une rive gauche, avec une rade, comme ça, voilà, on revoit cette image, et donc on a Genève qui se fait face à face, la rive gauche fait face à la rive droite, avec des rivalités presque, parce que la rive droite est considérée comme moins chic, la rive gauche est considérée comme snob, et il y a cet affrontement et ce lac au milieu qui est comme une arène. C'est quelque chose qui me plaît énormément avec la Genève qui s'affronte, qui s'épie entre tout ça. C'est une très belle image. Merci pour ça. Enfin, alors là, il nous reste peu de temps hein, si on veut passer aux questions des gens. Mais enfin, excusez-moi l'expression, Joël, mais ce livre a quelque chose de dingue. Enfin, je pense que même s'il a une forme qui ressemble un petit peu à votre livre, enfin, vous êtes un vrai conteur, en fait, je pense. Et il y a quelque chose qui est étonnant dans ce livre, c'est que vraiment, on n'a aucune difficulté, presque parfois d'un paragraphe à l'autre, de passer du bureau d'un banquier à une chambre d'un palace, par un escalier de service, par un escalier monumental. Et en fait, on se balade comme ça dans plein d'endroits de Genève et de lieux autour de Genève, dans plein de milieux sociaux, en quelque sorte, avec tout ce que cela veut dire. Et finalement, ce livre, enfin, ce qui est dingue, c'est que ça reste comme ça une enquête, un cold case, comme vous le faites d'habitude, mais dedans, enfin, on est comme dans une gigantesque pièce de théâtre où vous êtes un petit peu un démiurge. Euh, on a des orgons, on a une espèce de Faust helvétique. Enfin, vous faites feu de tout bois et on est avec des personnages incroyables. On est presque dans une comédie dell'arte. Enfin, il y a de la tragédie, il y a du burlesque, il y a de la farce. Enfin, il y a enfin, d'un côté, les personnages sont un peu le crétin des Alpes de quelqu'un d'autre, et puis en même temps, ils sont peut-être le grand manipulateur du truc, quoi. Enfin, C'est vrai, merci, merci pour ces mots. Mais c'est le foisonnement de la vie. Je crois qu'il n'y a pas de limite. Je suis moi un lecteur qui fait feu de tout bois, comme vous dites. J'ai pas de genre, j'ai pas de particularité. On aime un livre, on l'aime pas, puis on l'ouvre et puis on l'aime, puis on se pose pas de questions. Je suis pas un lecteur qui me pose énormément de questions sur ce que je lis. Je j'aime le plaisir de lire. Chacun lit pour une raison, hein. Là, je parle très personnellement pour moi. Moi, pour lire, c'est m'évader, c'est avoir du plaisir. C'est un moment vraiment de bonheur, de goûter quelque chose, de m'évader, de m'en aller. Et tout ça, j'essaye modestement de le retranscrire quand j'écris, en laissant de la place à mes lecteurs, comme vous le dites, avec des lieux, des personnages. Il y en a beaucoup, mais je ne les décris pas ou très peu. Parce que je crois qu'il appartient au lecteur, et c'est la beauté de la littérature, c'est le lecteur qui décide. Le lecteur est créateur. C'est lui qui va créer les personnages comme il veut, qui va imaginer les décors comme il veut. Et ce qui me plaît énormément, c'est qu'en fait, qui a le pouvoir dans un roman? C'est le lecteur. Parce que vous, auteur, vous pouvez passer 10 pages à décrire un personnage physiquement avec tous les détails possibles et imaginables. Si le lecteur, malgré vos explications, l'imagine différemment, eh ben, ce personnage est différemment. Et vous, auteur, vous ne pouvez rien faire contre ça. Vous ne pouvez rien faire contre la force de la lecture d'un livre. Et ça, je trouve ça absolument génial parce que ça veut dire que moi, j'ai eu du plaisir à écrire ce livre pendant 2, 3 ans. C'était super. C'était, je veux dire, le plaisir était là. Et maintenant, je passe la balle à un lecteur, à des lecteurs où chacun va recréer son propre monde. Et ça me plaît vraiment énormément. alors, une minute seulement parce qu'on va passer aux questions des gens, mais dans vos précédents livres, justement, par rapport à vos personnages, parce que c'est vrai que votre écrivain, il rechigne un peu toujours, enfin, il est un peu feignant quelque part, enfin, il met du temps à se mettre à l'enquête, enfin, heureusement, là, il y a une espèce de tandem qui le pousse un petit peu à bosser, et il y a une phrase dans un de vos livres qui dit « Écrire un livre, c'est ouvrir une colonie de vacances ». Donc, ça veut dire que c'est pas de tout repos. Et avant de passer la parole aux gens, j'aimerais, parce qu'il y a une pléiade de personnages absolument génial dans ce roman, mais j'aimerais que vous disiez 2 mots de 2 personnages, Anastasia von Latch et Macaire Ebesner.
Oui, alors, Macaire et J'aurais pu en Anastasia sont choisir d'autres. mariés. Macaire et Anastasia sont mariés. Macaire est l'héritier d'une très grande banque privée. Au début du roman, le roman commence un an après la mort de son père. Depuis 300 ans au sein de cette banque, la présidence de la banque se transmet de père en fils. Et la catastrophe, patatras, à sa mort, le père Evezner, le père de Macaire, a décidé que ce ne serait pas forcément son fils qui serait automatiquement nommé président, mais que le conseil de la banque déciderait, selon les mérites, si ce serait lui ou quelqu'un d'autre. Donc Macaire, il est complètement obsédé par ça. On est à une semaine de l'élection du président et à une semaine du meurtre. C'est comme ça que ça commence. Et il est très pris parce que il aimerait être président et en même temps il s'en fout un peu, donc il sait plus très bien ce qu'il se veut. Et il est marié à cette femme, Anastasia, qui elle a vécu sous le joug de sa mère. Sa mère est une aristocrate russe qui a été déchue, dont la famille a été déchue de ses titres et de sa richesse à la Révolution. Et depuis 2 générations, la mère d'Anastasia rumine cette gloire passée et veut pour ses filles, pour que ses filles ne vivent pas les brimades ou la situation qu'elle a eu l'impression de vivre ou ce qu'elle a vécu elle, elle veut que sa fille, que ses 2 filles, dont Anastasia, épousent un mari riche. Et c'est comme ça qu'elle fait en sorte que Anastasia marie Macaire, mais ni l'un ni l'autre ne sont vraiment heureux ensemble. Et là, c'est le début du roman. Macaire, euh, pas très doué, pas le fils idéal, mais quelque part un homme assez touchant, un bon mari finalement. Et Oui, puis Anastasia, une très belle femme et une femme mélancolique. oui, ce sont des gens très dépareillés au fond parce que Macaire, lui, il est victime de son nom, c'est-à-dire qu'il porte tout l'héritage de cette banque et que lui-même étant bien né, on voit pas ses mérites parce qu'on se dit de toute façon, lui, il est né comme ça, s'il est au poste qu'il a, on part du principe que s'il est au poste qu'il a, c'est pas pour ses mérites, c'est parce qu'il est il est le fils de. Donc, il passe au fond pour beaucoup plus transparent que ce qu'il est parce que c'est un homme qui est plein de mérites, plein de qualités, un bon mari, qui aime plein de choses, qui est voilà, mais c'est les préjugés. Il est victime vraiment de tous les préjugés qu'on peut avoir pour quelqu'un qui est un héritier et dont on ne regarde jamais les mérites qu'il peut avoir. Et Anastasia, elle est passée un peu à côté de sa vie parce qu'au fond, elle l'a épousé sans en dire trop. Elle a eu des histoires d'amour chaotiques, cabossées, qui l'ont emmenée à gauche et à droite. Elle en a souffert énormément et elle a été complètement attirée par la douceur de ce Macaire qui est un homme doux, gentil, prévenant, qui ne lui fera jamais de mal. Mais évidemment que les années de mariage passent et que la prévenance, et ce mari toujours si gentil et un peu niais, ça commence à lui taper sur les nerfs et elle aimerait bien vivre une histoire avec un peu de passion, une passion ardente, et c'est ce qui va se produire. Puis elle a peut-être rencontré le grand amour juste avant de le rencontrer. Parce que je pense que quand même, c'est vraiment un livre sur les amours qui se loupent, sur les destins humains, sur la jalousie, Mm. sur tout un tas de choses. Enfin, vraiment, ça foisonne. Il faudrait 3 heures de discussion. Mais on se donne rendez-vous dans un an. Comme disait Salman Rushdie, il faudrait parler des livres un an après. Comme ça, tout le monde l'aurait lu. On pourrait échanger sur tout le livre. On passe aux questions, Joël Dicker. Alors, Avec plaisir. euh, quelles sont vos lectures du moment? C'est une question de François. Oui, alors François, je viens de lire 2 livres qui m'ont beaucoup plu. Un livre d'un 2 auteurs suisses, Florian Aiglin, Représailles à la Baconnière, qui est un livre assez génial sur un couple suisse qui part en Corse en vacances et puis ils se font poursuivre par des voyous et puis le père tout d'un coup qui est un mec très rangé, très propre, pète un plomb, il les tabasse et c'est un engrenage assez foisonnant et passionnant de violence et une histoire de la violence et de ce que ça veut dire. Et puis Joseph Incardona, La soustraction des possibles, édition Finitude, qui est un roman qui se passe à Genève aussi et qui est un truc foisonnant sur un amour, un couple aussi qui se retrouve pris dans une histoire rocambolesque de blanchiment par ses velléités et ses envies de grandeur. Un grand coup de cœur chez nous. Une question d'Aurélie. Qu'avez-vous pensé de l'adaptation en série d'Harry Kéber? J'ai beaucoup aimé. C'est une question qu'on me pose de temps en temps. C'est difficile pour moi de dire que j'ai pas aimé parce que j'ai suivi avec beaucoup de passion ce processus. Si j'ai choisi ce projet de Jean-Jacques Hano, qui était le centième, hein, on avait refusé, et j'en parle un peu dans le livre justement, on avait Ouais. refusé 99 projets. Et au moment où on pensait qu'on ferait pas de série ou pas de film, Jean-Jacques Hano arrive et j'ai été immédiatement séduit par sa compréhension du texte. Pour moi, il avait tout compris. Il m'a raconté le livre d'une façon ce que seul Bernard avant lui avait été capable de faire. Et du coup, j'étais convaincu que la série serait fidèle au livre, et c'est le cas. Et j'ai été très heureux
non seulement du résultat final, mais de toute l'aventure que ça a été. Le- alors, c'est JM, alors je ne sais pas qui c'est, mais vos romans sont-ils des thrillers, des polars ou des romans de littérature blanche? Moi, je ne suis pas un fanatique de mettre les romans dans des boîtes. Je conçois qu'il faille des genres, notamment pour les libraires ou pour les lecteurs, pour dire voilà, j'aimerais quelque chose comme ça. Un peu comme au restaurant, quand on commande, on voit quelque chose sur la carte, on ne sait pas ce que c'est, le serveur nous dit ben, c'est un peu comme du bœuf ou un peu comme de l'agneau. Les gens, pour moi, c'est ça, c'est pour guider un peu le lecteur dans son choix, mais je ne suis pas sûr qu'on puisse enfermer un livre dans un seul genre. Parce que, par exemple, dans mon roman, oui, il y a un meurtre, ça commence par un meurtre, et il y a une enquête dont on connaît le dénouement à la fin. Et donc, Dans le oui, je dernier pourrais dire chapitre, dans le dernier chapitre à la toute fin, mais je pourrais dire que c'est un polar, parce que ça l'est un peu, mais en même temps, les vrais lecteurs de polar, les aficionados diraient oui, mais le polar doit répondre à des codes précis et le roman de Joël n'y répond pas. Donc, c'est pour ça que je suis un peu embêté. Si je dis que c'est pas un polar, ceux qui ne sont pas des grands connaisseurs de polar diront mais si, c'est un polar, parce qu'il y a une enquête, il y a un meurtre. Donc voilà, c'est un roman qui touche un peu à beaucoup de genres. je crois Pour qu'on moi, c'est la littérature. Je ne sais pas si quand, vous avez. quand on a échangé un petit peu, vous m'avez dit que l'aspect polar, c'était finalement un petit peu pour cimenter tous ces personnages, en fait, toutes ces histoires. Euh, Oui, c'est vrai, d'autant plus que vous avez raison de dire qu'on pourrait avoir plus ou moins le même roman sans le meurtre. Alors, ça serait un peu différent, il y aura peut-être moins de suspense, évidemment, mais ce que je veux dire, c'est que ce meurtre, il n'est pas la colonne vertébrale du roman. Ce meurtre, il est la corde à laquelle tous les personnages tirent ensemble pour se retrouver. Il les cimente, il donne une cohérence. Donc, si vous voulez, chaque élément de genre qu'on retrouve dans ce roman ont aussi pour mission de cimenter, d'être ce qui va lier tous ces personnages et toutes ces intrigues ensemble. à nouveau, une question sur la lecture, hein. Je rappelle que dans votre livre, il est quand même question d'écriture et de lecture, hein. Il y a un livre qui traverse le livre, 12 hommes en colère. Enfin, vous Mhm. faites référence aussi à Proust, qui aimait Bernard de Fallois. J'ai une question de Gaël. Quelles sont vos habitudes de lecture tous les jours? Dans quels endroits? Alors moi, j'ai cru comprendre que tous les jours, vous alliez courir et après toute la journée, vous écriviez. Oui, alors j'ai des habitudes de lecture qui dépendent, mais en général, j'aime bien avoir un livre sous la main. Je crois vraiment que la lecture, alors il y a des grands lecteurs et qui nous regardent là aussi, peut-être qui sont des gens qui, le soir, à la place de regarder un film, prennent volontiers 2, 3 heures, s'installent dans une chaise et lisent. Et ça, c'est formidable. Mais il y a aussi des gens qui sont des lecteurs qui ont moins de temps peut-être, ou qui sont des gens qui ne sont pas encore des lecteurs, mais qui ne le savent pas encore, parce que tout le monde aime lire, mais tout le monde ne le sait pas encore. Et ça, à ces gens-là, et c'est ce que moi je fais, je leur dis, ayez un livre avec vous, ayez un livre dans la poche, dans votre sac. Parce que quand vous êtes dans le bus ou dans le métro ou au café, quand on prendra au café, à attendre votre ami qui a 10 minutes de retard, n'ayez pas ce réflexe qui ne sert à plus rien de regarder votre téléphone pour la 43e fois, pour regarder vos emails que vous avez déjà vus, pour regarder Instagram qui vous dit vous êtes à jour, vous avez tout vu. Prenez votre livre, lisez 2 pages, lisez 5 pages, lisez 10 pages. La lecture, elle se passe là. Elle se passe quand on peut combler ces 10 minutes-là, ces 15 minutes-là qu'on a et qu'on est dans le livre. Et ça, c'est un moment qui est d'abord un moment extraordinaire parce qu'on échappe à l'ennui, on échappe à l'attente. Et puis surtout, si vous mettez bout à bout tous les petits quarts d'heure, toutes les 10 minutes que vous avez tous les jours, vous verrez que sur la semaine et sur le mois, vous lisez énormément. L'ennui, c'est aussi un des grands sujets, je trouve, de votre roman. Moi, j'avais envie presque de le conseiller à des couples que la proximité avait un petit peu érodé pendant ce confinement, parce que finalement, il y a une grande question dans votre roman, parce que ça parle quand même beaucoup de sentiments, bah, qu'est-ce qui se passe quand finalement on passe de rendez-vous, de la curiosité de l'autre à un petit peu un- une habitude, un quotidien et ce que ça fait sur l'amour, en fait, en quelque sorte. Ah, les désastres de la routine sur les couples. Ouais. Mais oui, c'est qu'au fond, ça revient aussi sur la difficulté du couple, de la relation, qui est la nécessité de se réinventer, qui est la nécessité d'évoluer ensemble, qui est la nécessité d'accepter que des étapes passent et qu'elles sont des nouveaux moments ensemble, mais qui ne sont pas forcément les mêmes qu'avant, que la passion qu'on peut vivre dans les premiers jours, les premiers mois, quand on n'habite pas ensemble, quand on se pomponne pour se voir, quand on ne se voit pas le matin, on arrive, on est frais, on est parfumé, on est beau.
on ment un petit peu pour se rendre plus intéressant, pour se rendre plus grand, plus beau, plus fort. Tout ça, c'est bien, c'est important, mais à un moment donné, il faut passer à l'étape suivante, quand on se connaît, quand on a confiance, quand on est complice, quand on peut se confier sur ses peurs, sur son ressenti, sur ses besoins. Et donc, étape par étape, le couple dans une réinvention. Et c'est vrai qu'une partie du livre est consacrée à ça, à des couples qui n'ont plus envie ou ne sont pas capables de se réinventer et se retrouvent un peu coincés dans ce qu'ils sont. Il y a pire, hein, mais on a un cauchemar à Corfou à un moment dans votre livre qui pourrait être une illustration parfaite d'un confinement qui pourrait être parfait, mais vivre au cauchemar en quelque sorte. Oui, parce que les personnages sont ensemble dans une maison. Alors, ils étaient d'abord un couple illégitime, donc ils se retrouvaient quand ils pouvaient. Et donc, à chaque fois qu'ils se retrouvaient, c'était extraordinaire. Et puis, finalement, ils font le grand pas. Ils s'enfuient ensemble sans en dire trop. Et puis, ils se retrouvent à Corfou dans une maison extraordinaire. Et puis, ils savent plus quoi faire ensemble. Ils sont coincés ensemble. Et donc, ils passent leur temps à s'habiller, à se pomponner, à faire un grand dîner, à être super élégants. Mais ils sont dans une espèce de superficialité qui les empêche d'aller de l'avant avec eux-mêmes. Alors, il y a une question qui me permet déjà, enfin, c'est trop court en fait, de conclure cette conversation. C'est une question d'Ingrid qui dit, le prénom Scarlett est-il un hommage à Autant en emporte le vent? La réponse est oui. Je ne veux pas non plus en dire trop pour ceux qui n'ont pas encore lu ce roman, mais oui, il y a un personnage qui s'appelle Scarlett, et c'est évidemment une référence à Autant en emporte le vent, à Scarlett O'Hara. Alors, vous allez nous raconter une superbe anecdote de Bernard de Fallois autour de ce livre, mais là, c'est affiché très rapidement le livre de Margaret Mitchell qui paraît la semaine prochaine dans une retraduction complète en 700 pages de ce chef-d'œuvre, hein, de l'histoire d'une petite allumeuse qui devient une femme accomplie. Et puis on est un petit peu loin du film hollywoodien. J'aimerais que vous racontiez pourquoi ce livre, ce classique, comptait pour Bernard de Fallois. Oui, Et c'était pour un livre vous, très en fait. important pour Bernard et pour moi, parce que Bernard me raconte un jour les sentiments d'un grand roman. Et il me raconte à quel point le roman qu'il préfère parmi tous, c'est Autant en emporte le vent, et qui se souvient, enfant, pendant la guerre, il devait avoir 10 ou 12 ans, euh, il est en train de lire Autant en emporte le vent, il est dans la voiture avec sa mère et son frère, et on raconte qu'il est sur la banquette arrière et il lit, il est passionné par ce roman absolument extraordinaire. Et on raconte, la rumeur court autour d'eux, que l'aviation italienne va arriver et va tirer sur les civils en fuite dont ils sont. Ils Et sont sur la route Bernard, de l'exil, en fait. ils Hein. sont sur la route de l'exil. Et Bernard lit ce roman et il entend ça et il se dit, pourvu que les Italiens ne me tuent pas avant que j'ai fini de lire ce chef-d'œuvre. Et ça, pour lui, c'était le sentiment le plus fort qu'on peut éprouver pour un roman. Joël Licard, merci beaucoup. Pour ceux qui nous suivent, je vous remercie aussi parce que je crois que vous êtes très nombreux ce soir. Je vous signale que le livre en live continue la semaine prochaine. On invite Florence Servan-Schreiber pour parler un petit peu de développement personnel et d'écriture. Euh, Votre livre est sorti aujourd'hui. Il est en librairie. Hein. Il y a des libraires qui m'ont envoyé des photos de l'installation de vos livres. Alors, les librairies ont réouvert. Hein. Ça, vous pouvez aller dans les librairies de Citres ou Furet, à Lille, à Lyon, mais aussi disponible sur les sites si vous êtes encore un petit peu craintif à aller l'acheter. Voilà, choisissez votre mode d'acquisition, mais faites-vous plaisir. En tout cas, moi j'ai envie de dire que c'est un Dicker très enfin, excusez-moi l'expression, hein, mais très surprenant. Et Merci, merci pour ces bons mots. Merci à vous tous qui nous avez suivis. Et voilà, c'était un vrai plaisir de célébrer cette parution et d'être avec vous pour en parler ce soir. et puis on essaie de se voir dans 2 ans en réel. Ah ben, pour sûr, avec plaisir. Ah, Je j'ai croise oublié les de dire, doigts. vous aviez une idée Oui. du prochain roman, non? Parce qu'il y a quelqu'un qui posait la question. Non, vous l'avez Non, ah commencé, non, non? non. Alors là, ce roman sort maintenant. Il y a déjà des gens qui l'ont déjà lu, Ouais. qui me disent ah, je l'ai fini. À quand le prochain? Alors, je dis, bah, il vient de sortir. Il est sorti aujourd'hui. Laissez-moi le temps de l'écrire. Donc non, non, j'ai des idées qui commencent. Ça commence à se mettre un peu en place. Mais je vais d'abord laisser passer la sortie de ce livre et puis ensuite je verrai ce que je fais. Donc rendez-vous en vrai dans 2 ou 3 ans, Jolika. Et merci beaucoup. Avec grand plaisir. Merci à vous. Au Bonne revoir. soirée à tous. Au revoir.